L'Égypte s'affirme actuellement comme un acteur principal dans la région pour garantir tout ce qui concerne la stabilité et la paix, également comme partenaire stratégique pour plusieurs forces mondiales. Afin de mieux comprendre l'importance de l'Égypte en ce qui concerne le volet géopolitique stratégique et pour la défense et la protection de la région, nous avons contacté par téléphone son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Mirigui. Bonjour. Bonjour à vous. Monsieur l'ambassadeur, quand on parle de l'Égypte, bien sûr, on est tous d'accord que l'Égypte jouait et joue et jouera toujours un rôle très important pour la stabilité dans la région. Ça également a été contesté à plusieurs reprises par d'autres forces émergentes dans la région que l'Égypte peut-être a perdu un peu de son influence et de son importance. Avec les événements autour de nous actuellement, ça s'avère pas tout à fait réel et l'Égypte se reconfirme encore une fois puisqu'on a vu des visites et des pourparlers des forces internationales mondiales avec l'Égypte afin de garantir la paix dans la région. Selon vous, quelles sont les raisons pour lesquelles l'Égypte ne perdra jamais sa position comme étant le point de mire de cette région? Alors, il y a plusieurs axes sur lesquels on peut se poser pour déterminer exactement la position de l'Égypte sur la scène internationale. Oui. La première, c'est sa présence et sa position géopolitique. L'Égypte est au centre du monde arabe, du Moyen-Orient, l'Afrique, la tête de l'Afrique, et dans l'ancien monde, si j'ose dire, même vis-à-vis de l'Europe, on trouve que l'Égypte est positionnée dans une place qui est centralisée parmi les pays du monde. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est l'importance de la vie dans tout conflit et toute médiation politique dans n'importe quel conflit régional de la région. Cela dépend avec la force humaine dont l'Égypte dispose, montre à quel point l'Égypte est un pays important. C'est pour ça qu'on a vu récemment l'Égypte devenue la Mecque de toutes les initiatives et toutes les démarches qui essayent d'établir ou rétablir encore une fois la paix dans la région. Oui. Tous les pays, que ce soit les ennemis traditionnels ou même les amis, sont en train de demander l'aide de l'Égypte pour pouvoir arriver à un dialogue fructif. Mm-hmm. Alors, cela aussi est une raison parce que l'Égypte n'a jamais eu de demande régionale dans d'autres pays. On a les pays qui nous entourent, que ce soit à l'est ou à l'ouest ou au sud, qui sont envahis avec des problèmes régionaux, que ce soit des guerres civiles ou même des conflits internationaux, avec une nature internationale. Et l'Égypte est l'oasis, si j'ose dire, de paix dans la région. Et en même temps, on a aussi, et ça c'est un point très important, on a la confiance de tous les pays de la région que l'Égypte n'a pas de désir régional dans leur pays ou dans leur richesse. L'Égypte veut simplement une paix durable dans la région pour qu'on puisse nous-mêmes travailler sur nos demandes économiques et politiques personnelles en tant que l'État égyptien. Alors je pense qu'il y a une combinaison de plusieurs raisons qui donne à l'Égypte cette position internationale dont n'importe autre pays ne peut jouir de cela à part l'Égypte. Oui.
Monsieur l'ambassadeur, c'est vrai que le monde autour de nous profitera d'une stabilité et d'une prospérité en Égypte, puisque l'Égypte est le portail vers l'Europe. Alors c'est par l'Égypte qu'on peut arrêter des vagues, par exemple d'immigration clandestine qui peut envahir l'Europe. Également, s'il y en a une stabilité durable en Égypte, ça peut également mener à préserver, à protéger la voie maritime du canal de Suez. Ça peut également aider à établir la paix autour de nous, que ce soit les frontières à l'est ou à l'ouest. Alors, selon vous, est-ce que l'Occident actuellement est-il vraiment convaincu que la stabilité de l'Égypte, que la prospérité de l'Égypte signifie également leur propre prospérité? Certainement. Les relations économiques et politiques entre notre région, que ce soit notre région africaine ou Moyen-Orient, sont liées étroitement avec l'Europe. C'est pour ça que lors des derniers pourparlers qu'on avait eus et le dialogue qu'on avait eu avec l'Union européenne, la stabilité de l'Égypte était un point très important pour eux. Et c'est d'après cette stabilité que les Européens ont trouvé dans l'Égypte un partenaire confiable à qui on peut travailler, avec qui on peut travailler d'une manière étroite, sans problème. On a vu le niveau de représentation européenne qui montre que l'Égypte n'est pas vue comme un pays de moyen volume, si on peut le dire. Non, c'est un grand pays sur lequel, en plus, la question de l'immigration, telle que vous l'avez posée maintenant, montre que l'Europe s'intéresse trop. Mais je dois dire que l'Égypte seule ne peut pas se confronter ce défi sans qu'il y ait un aide africain, un aide Moyen-Orient, parce que même s'il y avait des problèmes d'immigration illégale, illicite, avant, cela n'est pas seulement par des citoyens égyptiens, et même la minorité, on peut dire, de ces citoyens étaient des Égyptiens, mais la majorité étaient d'autres pays voisins, et c'est pour ça que même les bateaux illicites qui vont vers l'Europe ne travaillent plus à partir de l'Égypte. L'Égypte, les forces de sécurité égyptiennes ont pu calmer la situation en ce qui concerne l'immigration illégale à partir de l'Égypte. Oui. Qu'il y a d'autres ports ou d'autres pays qui sont maintenant la source de cette immigration, de cette vague d'immigration illégale dernièrement. Oui. Alors, il y a des efforts collectifs qui doivent être confrontés et qui doivent être envisagés pour qu'on puisse contrôler la situation d'une manière plus efficace. Oui. Monsieur l'ambassadeur, si on passe au dossier le plus important dans la région et dans le monde entier actuellement, tout ce qui se passe dans les territoires occupés, le génocide qui vraiment frappe Gaza et les territoires occupés par Israël actuellement, l'Égypte, dès le premier jour, non seulement a joué un rôle primordial, important. Allô, oui, monsieur l'ambassadeur, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Monsieur l'ambassadeur? Oui, maintenant je vous écoute. D'accord. Alors, monsieur l'ambassadeur, en ce qui concerne le dossier de la situation actuelle à Gaza, le génocide contre Gaza, l'Égypte non seulement a joué un rôle primordial et important dès le début de cette crise afin de garantir la sécurité de nos confrères à Gaza, mais également l'Égypte était ferme et a déclaré dès le premier jour qu'un déplacement forcé des Palestiniens vers les territoires égyptiens est tout à fait refusé par l'Égypte. Et dès le premier jour jusqu'à maintenant, après plusieurs mois, on est sur la même position, on est campé sur cette même position et on essaye de non seulement venir à l'aide des Gazaouis, mais également de jouer le rôle de l'intermédiaire principal pour désamorcer cette crise.
Jusqu'à maintenant, la situation reste vraiment très tendue, très vraiment tragique. Selon vous, comment l'Égypte peut-elle, jusqu'à la fin, non seulement être forte et camper sur ses positions, mais également aider à dénouer cette crise? Premièrement, la position de l'Égypte a été clarifiée depuis le premier moment de ce génocide, comme vous l'avez bien dit, contre nos frères et sœurs en Palestine. Cela dit que Israël ne comprend pas l'importance de déclarations égyptiennes jusqu'à ce moment-là. Mais l'Égypte devait toujours se montrer d'une manière claire sur cette position. Elle a raffirmé cette position avec tous les pays frères et les chefs d'État frères qui sont venus nous visiter, et même dans nos visites extérieures, que ce soit son Excellence, Monsieur le Président de la République, ou le ministre des Affaires étrangères, les deux ont confirmé ce point-là. Il y a deux points ou deux axes. Il y a deux axes de travail. Le premier, c'est le refus complet de la liquidation de la cause palestinienne. Et le deuxième, c'est le refus de déplacement forcé des Palestiniens, que ce soit interne ou externe. Oui. Oui, mais pour réaliser une paix, parlons d'une paix durable, mais commençons avec le premier pas qui est une trêve solide sur le terrain. Jusqu'à maintenant, il existe des obstacles. L'Égypte pousse vers cette voie de trêve, mais et bien sûr, on a vu que l'Égypte, le Caire, accueille tous les jours des pourparlers et des réunions avec les leaders du monde entier qui viennent à l'Égypte et qui visitent Rafah des fois. Mais toutefois, on est tous dans cet état d'attente et de tension. Selon vous, pour désamorcer cette crise, on a besoin de quoi exactement sur le terrain pour arriver à la trêve? Malheureusement, ce n'est pas seulement les efforts égyptiens qui peuvent jouer un rôle primordial et pivotal dans le calmement d'Israël. Je pense que les alliés d'Israël, et je parle ici notamment des États-Unis et les pays européens, les pays de l'OTAN, qui doivent jouer un rôle important à forcer Israël. Je dois dire le mot forcer, parce que de leur solliciter, de leur demander gentiment, tout cela n'a donné aucun résultat jusqu'à maintenant, que ce soit des États-Unis ou des pays de l'OTAN. Alors, ce qui manque, c'est de montrer quelque chose à part les demandes et les sollicitations pacifiques de la part de ces pays. Il doit y avoir un certain, peut-être, boycott ou même une menace de baisse de relations diplomatiques et militaires entre ces pays et Israël. Sans ça, Israël prend les indices, prend la continuation de l'exportation de l'Ouest, d'armes, je veux dire, de l'Ouest envers Israël, que c'est une indication que ces pays européens et les États-Unis sont d'accord avec le génocide qui est en train d'être commis envers les Palestiniens. Et cela aussi met les Européens et les Américains dans une position de complice, pas seulement d'un pays qui aide Israël à se défendre tel qu'ils le disent. Non, ils sont des complices dans un génocide complet et je pense que la décision de la Cour internationale de justice à un certain point va trancher dans cette aile et confirmer que ce qui se passe en Israël est vraiment un génocide. On a déjà vu la rapporteure sur les réfugiés palestiniens et le peuple palestinien et les territoires occupés palestiniens, Francesca, qui disait d'une manière claire que les atrocités israéliennes
et les crimes de guerre israéliens ont besoin des décennies pour être racontés. Oui. Et ça, c'est une représentante internationale de l'organisation la plus prestigieuse du monde, les Nations Unies. C'est elle, en sa propre voix, avec sa propre langue, qui est en train de clarifier que Israël est en train de commettre un crime. Alors, les complices de ce crime international, tels que les États-Unis et les pays européens, seront à un certain moment donné, seront aussi cherchés devant les tribunaux internationaux, à titre personnel ou à titre international en tant que pays, pour payer le prix d'être complice dans un crime de génocide ou un crime de guerre. Oui. Et cela doit être clair pour tous ces pays. Ça ne peut pas passer comme ça parce qu'il y a un crime, il y a des morts, il y a des martyrs, il y a des blessés, il y a un bombardement complet des territoires palestiniens pour rendre, et avec un but israélien, de rendre la vie impossible aux Palestiniens pour les forcer à quitter leur territoire. Oui. Or, ce n'est pas la position qui va être par les Palestiniens. Les Palestiniens insistent à garder leur territoire, insistent à déclarer à un certain jour, proche j'espère, un État palestinien indépendant sur ce territoire du 5 juin 1967. Oui, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais également parler d'un autre volet important qui peut jouer comme une force de pression, c'est l'opinion publique à l'Occident. On a vu les universités aux États-Unis, les étudiants qui se révoltent contre cette atrocité, comme vous l'avez mentionné, qui se passe sur les territoires occupés. Également, même au sein d'Israël, il y a des pressions de la part de l'opinion publique que Benjamin Netanyahou a mal traité la situation. Alors, à quel point cette opinion publique peut-elle forcer ou pousser la volonté politique, les gouvernements à agir? Bon, alors, il y a deux points différents que vous venez d'évoquer maintenant. Le premier, c'est les démonstrations contre le cabinet et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, d'un côté, et tous les mouvements qui demandent la libération de la Palestine, d'autre côté, dans l'Ouest et l'Occident en général. Alors, il faut différencier, parce que, en ce qui concerne Israël, leur seul problème, tous ces démonstrateurs et tous ces protesteurs, est contre le gouvernement parce qu'il a maltraité la question des otages. Des otages, c'est vrai. Mais n'oublions pas que, selon les statistiques et toutes les études qui ont fait sur la position du public israélien, que plus de 98%, et je tiens à citer le chiffre exact, plus de 98% du peuple israélien pense que l'armée israélienne n'a pas utilisé une force excessive. Ce qui veut dire qu'ils pensent que la force qui a été menée contre les Palestiniens et a donné à peu près plus de 34 000 morts jusqu'à maintenant est justifiée du point de vue, du point de vue Israël. Alors, leur problème, c'est seulement que chercher nos otages, ensuite liquider les Palestiniens. On n'a aucun problème avec cela. Alors ça, c'est le peuple palestinien. On doit être clair que le peuple israélien, ce peuple israélien insiste que les Palestiniens doivent être annihilés de n'importe quelle manière. Ils sont totalement d'accord avec cela. En ce qui concerne l'Occident, c'est une autre question. L'Occident, finalement, à cause des médias, à cause d'autres sources parallèles d'informations, et plus la télévision et la radio conventionnelle qui donnent les informations au public général, mais c'est plutôt des chaînes privées et les réseaux sociaux tels que les réseaux sociaux, on les connaît tous. Oui. Alors ce sont ces réseaux sociaux qui ont donné une nouvelle vision. On peut voir maintenant, à la même minute, ce qui se passe sur les territoires palestiniens, grâce aux portables, grâce aux médias et réseaux sociaux. Alors, cela a aidé d'une manière très claire à formuler
une nouvelle vision au conflit arabo-israélien, notamment palestino-israélien, en ce qui concerne le droit du peuple palestinien à vivre tel que tous les autres peuples sur son territoire, comme on vient de le citer, du 4 juin 1967. Cela dit, les gouvernements et les administrations de l'Occident sont toujours plantés où ils sont avant le 7 octobre. Ils sont toujours avec l'histoire israélienne, qui raconte toujours qu'ils sont un peuple et un État en guerre avec ses voisins hostiles qui veulent le détruire et qui veulent détruire l'État d'Israël et qui sont seulement en train de se défendre et qui sont l'armée, comme on vient de le dire, l'armée la plus humanitaire du monde. Je ne sais pas comment, mais voilà la vision des médias officiels des pays occidentaux. Alors maintenant, cette vision-là n'est pas et ne sera pas caractérisée bientôt, malheureusement. À court terme, il n'y aura pas d'influence réelle sur la décision des gouvernements occidentaux. Mais sur le terme moyen et long terme, on va trouver une différence parce que ce sont ces jeunes, ce sont ces universitaires qui auront un jour le pouvoir et qui vont appliquer cela. Est-ce qu'on pourra attendre ou non? C'est ça le problème, parce qu'on est en train de perdre de vue devant la machine de guerre israélienne qui insiste à continuer la guerre pour rester au pouvoir. Et je parle ici du gouvernement israélien. Le gouvernement israélien ne trouve aucune solution pour continuer son pouvoir en tant que gouvernement régnant en Israël que par la continuation de cette guerre. Et c'est ça le vrai problème qu'on est en train de confronter actuellement. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligui, je vous remercie infiniment pour ces explications. Et chers téléspectateurs, juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui.